Permettez-moi, avant de faire ma présentation, de remercier le COFEB de m'avoir invité à présenter ce thème d'une importance capitale pour les pays en développement, les pays émergents, la question donc des eurobonds. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir invités à présenter ce thème. Tous mes remerciements aussi à M. Adrien Diouf, directeur de l'agence UNOATID, pour les commentaires apportés au document que je lui avais soumis pour observation. Donc, ces commentaires ont été donc d'une utilité et ont permis d'améliorer vraiment la qualité du document. Le plan suivant, en termes de présentation, sujet pour planter le décor. Après l'introduction, revenir sur les émissions africaines sur le marché des eurobonds. Ensuite, nous allons nous intéresser aux eurobonds africains dans le contexte de Covid-19, donc ce qui s'est passé, notamment au niveau des marchés secondaires, à un certain moment donné aussi les pays qui ont eu donc à reporter leurs émissions sur le marché, les questions de liquidité mondiale qui sont apparues donc par la suite, hein, donc ces questions très très importantes. On le verra aujourd'hui avec cette nouvelle littérature montante, notamment la question donc de liquidité mondiale et soutenabilité de la dette des pays africains présents sur ces marchés. Nous allons nous intéresser aussi aux impacts des annonces récentes de la Fed, du gouvernement américain, notamment à travers le plan Biden et de la Banque centrale européenne sur les eurobonds africains. Donc, pour conclure maintenant, nous allons donner quelques éléments d'implication de politique économique pour ouvrir davantage donc les débats sur la question. Donc, en guise d'introduction, nous allons dire que donc, le marché des eurobonds, en réalité, c'est un marché où on émet ce qu'on appelle des titres souverains et corporate. Hein. Quand on dit corporate, donc c'est tout ce qui est relatif aux entreprises, aux banques internationales, aux institutions financières donc, internationales hein, qui ont la possibilité aussi d'émettre des titres au même titre que les États et les agences, etc. Et que ces titres-là, généralement, sont portés par de grandes banques d'investissement. On reviendra sur ces banques d'investissement tout à l'heure lorsqu'on va parler des parts de marché. Donc, listés sur des marchés primaires, hein, des marchés primaires comme le marché de Dublin, Luxembourg, etc. Et par la suite, donc ces titres, une bonne partie se retrouvent sur les marchés secondaires, notamment de Francfort, Stuttgart, Luxembourg, etc., ou les marchés de gré à gré, OTC, etc. Généralement, sur le marché des eurobonds, nous avons plusieurs types de titres qu'on peut émettre sur ces marchés, notamment les obligations conventionnelles. Nos États, c'est ce qu'ils ont l'habitude donc d'émettre sur ces marchés-là. Mais on voit que certains émetteurs aussi peuvent, à un certain moment donné, lever des fonds sous forme d'obligations à taux flottant ou éventuellement émettre des obligations zéro coupon, comme ça s'est fait récemment avec le Ghana. Hein. Parmi ces émissions, il y avait des émissions zéro coupon. Et aussi, on trouve aussi souvent ce qu'on appelle des obligations convertibles, notamment s'il s'agit de corporate et autres, c'est-à-dire des obligations émises par des entreprises, etc., qu'on appelle aussi donc des obligations convertibles. À côté de ces obligations convertibles aussi, nous avons les euro-warrants ou eurobond-warrants, où à l'intérieur du contrat obligataire, donc il y a une option donc qu'on peut déclencher, etc. Mais sachez que pour les pays africains en général, donc ce sont des obligations donc conventionnelles. Généralement, les participants du marché, on retrouve tout ce qui est emprunteur, donc les États, les corporates, etc. On retrouve aussi le syndicat de placement, Bookrunners, hein, c'est les syndicats de placement. Donc c'est à peu près les mêmes syndicats même qu'on retrouve donc au niveau de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, sauf ici à la BRVM, c'est dominé par les sociétés de gestion et d'intermédiation sur le plan international. Donc ce sont de très grosses banques donc, au niveau international donc, qui sont membres du syndicat de placement. Donc, l'organisation, il y a un lead manager et donc qui est accompagné de co-lead manager, etc., des choses comme ça, ce qu'on appelle les bookrunners, actifs, passifs, etc. En termes d'organisation aussi, le service fiduciaire est très important. Nous avons les dépositaires, Clearstream Banking, etc., Euroclear Bank, qui jouent un rôle très, très important sur le marché, notamment responsable de la garde des titres, qui travaillent souvent en collaboration avec des banques dépositaires spécialisées, l'agent de paiement, donc qui émet les titres, qui est garant
aussi de l'authentification, de la collecte des fonds pour le remboursement, l'agent d'enregistrement qui tient la liste officielle des bénéficiaires des eurobonds, donc coordonner l'enregistrement, les transferts et les échanges de titres, le fiduciaire aussi qui joue un rôle très important, qui est chargé de représenter les intérêts des investisseurs, parce qu'on remarque quand même sur ces marchés. Donc souvent, il y a des défauts de paiement, et souvent les défauts de paiement se payent très cash donc, sur ces marchés. On a vu récemment donc, le cas de la Zambie qui a fait défaut à un certain moment donné, Mozambique, République du Congo, Suriname, Équateur, Argentine, hein, l'Équateur et l'Argentine qui sont un peu coutumiers du fait sur ces marchés-là. Conservateur, donc teneur de compte, donc qui peut assurer donc un service de garde de titre pour des clients spécifiques, donc comme les fonds de pension qui font souvent de la diversification géographique, donc en matière de placement, par exemple, au niveau international. Ce qu'on constate aussi sur le marché des eurobonds, donc ce sont des clauses qui sont dans les contrats d'émission, hein, qu'on trouve souvent dans le prospectus d'émission, notamment les clauses d'action collective. Lorsqu'un pays commence à avoir des difficultés, peut essayer d'avoir des clauses d'action collective, mais c'est un peu compliqué en général. On a vu récemment l'échec de la Zambie par rapport à ça. Les clauses liées au défaut, tout ça c'est précisé dans le prospectus. Les clauses de défaut croisées, donc lorsqu'on fait défaut sur un eurobond, donc on risque de faire défaut sur tous les autres eurobonds, etc. La clause de sûreté donc négative, donc liée aux sûretés, donc que peut demander le marché donc en général. Donc, en termes de statistiques internationales, on voit que beaucoup de pays interviennent sur le marché des eurobonds. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons la répartition donc, des émissions en termes donc, de structure par région. Donc, nous avons l'Asie hein, qui domine hein, 39% des émissions, suivi de l'Amérique latine, le Moyen-Orient, etc., l'Europe de l'Est qui s'approche un peu derrière. Et donc, en dernier lieu, nous avons l'Afrique donc, et des pays comme la Russie et autres, en fédération russe qui s'est éclatée, etc., des choses comme ça. Donc, nous sommes à hauteur de 5%. Mais ce qui est important sur ces 5%, c'est de voir que quand même, aujourd'hui, la structure de la dette extérieure des pays de l'Afrique subsaharienne a muté, hein, a connu une mutation profonde. Donc, aujourd'hui, selon les statistiques donc, de la dette internationale publiées par la Banque mondiale, donc à l'exclusion ici de l'Afrique du Sud, donc la dette privée représente quasiment 49,78%. Donc ça, c'était au début juste pour planter le décor. Maintenant, dans la première section, nous allons nous intéresser aux émissions africaines sur le marché des eurobonds. Une chronologie serait importante pour comprendre un peu pourquoi à un certain moment donné, les États africains, on a retrouvé beaucoup d'émissions africaines sur le marché international. En termes de chronologie, on va partir des initiatives pays pauvres très endettés multilatérales 2005-2006, où certains pays ont retrouvé un niveau de soutenabilité donc, de leur dette, la crise financière internationale de 2008-2009, notamment la crise des subprimes, qui a entraîné derrière l'utilisation des politiques monétaires d'assouplissement quantitatif de la Fed, de la Banque centrale européenne, de la Banque du Japon, Banque d'Angleterre, etc. En plus aussi des politiques monétaires de forward guidance, notamment donc de guidage des taux d'intérêt ou d'anticipation pour mieux orienter la courbe des taux, donc en fonction de la politique monétaire qui est. Généralement, c'était deux types de forward guidance qui sont utilisés. Donc le forward guidance delphique, donc, qui était du ressort de la Banque centrale européenne, donc, qui est basé sur des prévisions ad hoc, et le forward guidance odysséen qui était utilisé par la Réserve fédérale donc, américaine et d'autres banques centrales basées sur des prévisions beaucoup plus donc, solides, 2008-2018. Donc, accélération des émissions africaines à partir de 2010. Donc, à certains moments donnés, certains pays africains ont commencé à avoir des difficultés sur le marché des eurobonds, que ces pics au pétrole, Covid-19, on a constaté dès le départ des phénomènes de surajustement, overshooting, notamment sur les grades spéculatifs, donc en 2020. Retour des quantitative easing, c'est-à-dire politique monétaire d'assouplissement quantitatif avec des montants records, effet d'annonce des créanciers en faveur des pays en développement. On l'a vu avec le Club de Paris et le G20, hein, l'ISSD, donc public au départ et après privé, etc. On reviendra sur tous ces aspects-là. Anticipation du marché, ça, ce sont des actions donc récentes. On a vu que
depuis décembre 2020, le marché international a commencé à anticiper un peu les politiques monétaires de la Fed et de la Banque centrale européenne. Et donc, ces anticipations avaient déjà commencé à jouer donc, sur certaines obligations donc, de pays développés, notamment les États-Unis, l'Allemagne, etc., des choses comme ça. Donc, lorsque nous prenons ces émissions africaines, généralement, les objectifs visés en matière de levée de fonds, c'est le financement des infrastructures, notamment les plans de développement, les plans d'émergence qu'on a un peu partout en Afrique, le financement de l'éducation, de la santé, etc. Donc, tous ces objectifs sont généralement visés donc, au niveau de ces levées de fonds. Mais souvent aussi, les États africains utilisent donc les émissions d'eurobonds pour faire des rachats de dettes bancaires ou obligataires, système de rachat. Souvent, avant que un eurobond arrive à l'échéance, un État donc essaie donc de le racheter en fonction du prix donc, et de l'option qui est rattachée donc, au niveau du contrat de départ. Mais aussi souvent pour financer des besoins relatifs au budget, voire même dans certains cas, consolider les réserves de change donc, de banque centrale. Ça peut se faire de façon directe ou indirecte. Parce qu'à un certain moment donné, on a vu par exemple la Banque centrale du Nigeria qui a eu à faire une émission sur ce marché-là. Parfois aussi le fait que des pays fassent des émissions, ça peut aider donc la Banque centrale du pays à reconsolider ses réserves de change. Donc c'est pour cela que je parle ici donc, de consolidation directe, indirecte. Donc en termes donc toujours d'émissions africaines sur le marché international, nous avons les grandes banques internationales qui interviennent sur ce marché-là, notamment les grandes banques d'investissement qui sont présentes au niveau du marché. Donc là, c'est les statistiques du 1er avril 2020 au 5 avril 2021. On voit que des banques comme Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, Standard Chartered Bank sont très présentes au niveau de la dette africaine, notamment en termes de book runner, etc., des choses comme ça. Donc, les émissions peuvent être séparées en émissions souveraines et corporate. Quand on dit corporate ici, c'est tout ce qui est entreprise, tout ce qui est banque, tout ce qui est grande banque, comme Banque africaine de développement ou bien Banque ouest africaine de développement, etc. Une banque là qui interviennent aussi sur le marché international. Donc, les émissions donc, sont réparties 61% pour les souverains et 39% pour les émissions corporate, ce qui donne 135 pour les souverains, 85 pour donc les corporate, à la date du 28 février 2021. Donc, un des gros clients du marché, c'est la Banque africaine de développement, donc la BAD, qui a la qualité de signature AAA, investment grade, sécurité maximale. Donc, c'est une banque qui intervient souvent sur le marché international en faisant ce qu'on appelle des émissions à taux fixe. Donc, l'encours porte sur 97% et des émissions à taux flottant, l'encours porte à peu près sur 3%. Parce qu'à taux flottant, les émissions de la BAD sont indexées sur le LIBOR, le London Interbank Offered Rate, qui est le taux interbancaire offert à Londres. La BOAD aussi intervient sur ces marchés-là, donc entre 2016 et 2021. Donc, à l'état actuel, nous avons listé 4 émissions donc en cours. Bon, la BOAD parvient à lever des fonds à des taux quand même assez abordables, vous le voyez vous-même au niveau de ce schéma-là. Ça se comprend parce que la BOAD aussi est investment grade, triple B et Baa1 selon la notation Moody's, par exemple. Donc la notation joue un rôle très important donc, sur le taux donc, à obtenir donc, au niveau des émissions en général. Donc, lorsque nous prenons la part des émissions africaines au niveau donc, du marché international, donc vous voyez qu'ici, l'Égypte, en réalité, contrôle plus de 27,88%, suivi de l'Afrique du Sud. Le Ghana, on a vu quand même ici que le Ghana a percé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que récemment, donc, ils ont levé donc, un montant important sur le marché financier, dépensant même ici le Nigeria. Après suit donc la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Angola, etc. Donc, dans les pays de l'UMOA, on a par exemple la présence donc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, etc., qui sont des pays qui ont eu à faire des émissions et qui ont toujours des émissions en cours sur le marché. D'ailleurs, même le Bénin aussi est revenu récemment donc, sur le marché en janvier, notamment, la fin du placement.
Donc, lorsque nous prenons ces émissions aussi, l'un des avantages des marchés eurobonds, c'est quoi? C'est qu'on peut lever des fonds à des maturités très longues, des maturités qu'on ne peut pas avoir pour le moment à la BRVM, ici, à la Bourse régionale des Vous voyez que les émissions ici peuvent aller jusqu'à 2049, 2059 même, donc pour l'Égypte, en 2061, donc pour le Ghana aussi, et l'Égypte donc à un certain donc, moment donné. Et malgré quand même ces maturités très longues, souvent les émissions peuvent se faire à des taux qui sont assez abordables. C'est l'un des avantages. Et on comprend pourquoi. Parce que non seulement la qualité de signature, elle joue un rôle très important, mais la liquidité mondiale aussi, on reviendra sur ça, donc joue un rôle également très important donc, sur le marché en général. Au niveau de ces émissions africaines, ce qu'il faut constater, c'est qu'à l'état actuel, tous les pays qui sont présents sur le marché des eurobonds sont des junk bonds, sont des speculative grade. Bon, le Maroc a perdu récemment donc son investment grade, notamment donc avec l'agence S&P, donc qui a dégradé le Maroc à BB+, donc depuis le 2 avril 2021. Donc, c'était le seul pays investment grade qui restait sur les eurobonds. Donc, l'Afrique du Sud ayant perdu aussi donc, son investment grade, ses investment grade un peu plus avant, donc novembre 2020, donc pour la note de Moody's, novembre 2020 pour Fitch aussi, etc. Des choses comme ça. Les autres pays qui suivent, c'est la Namibie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, à l'état actuel, sur le marché des eurobonds, ce sont les pays les mieux classés en matière de notation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des junk bonds, c'est-à-dire c'est des obligations à haut risque. Mais si on devait faire ici une Ligue des champions pour l'Afrique, on va dire que donc, ce sont ces pays qui sont en Ligue des champions sur le marché international. Ce qu'on constate aussi sur le marché international, ce sont les défauts de paiement. Et les défauts de paiement que les pays peuvent payer cash. On prend le cas de Mozambique qui a annoncé un défaut le 18 janvier 2017. Donc, il y a une restructuration de la dette 3 ans après le défaut. Vous voyez même, les procédures sont très longues sur ces marchés-là. Donc, le Congo, qui a annoncé le 30 juin 2017, donc la République du Congo a transféré les fonds donc, pour payer donc, aux investisseurs via le fiduciaire, tout ça. Mais finalement, les fonds ont été gelés. Donc, en vertu de 2 avis de restriction émis au nom de commission import-export. Le 31 août 2017, Delaware Trust, le fiduciaire du pays, des eurobonds de la République, Congo a transféré 21 millions de dollars d'intérêts et de principal en retard aux détenteurs d'obligations. C'est pour cela aujourd'hui, quand vous prenez les rendements à la maturité de la République du Congo, vous allez voir que c'est des niveaux assez élevés. La Zambie aussi, qui malheureusement n'a pas pu faire la même chose que l'Argentine. Bon, je pense que les Zambiens avaient intérêt peut-être à voir les avocats des Argentins, parce que les Argentins sont parvenus donc, à négocier des clauses d'action collective. Donc, on se pose la question vraiment comment ils ont fait pour pouvoir imposer donc, ce plan de restructuration qui a été accepté. Mais il faut le comprendre quand même. L'Argentine, c'est un pays qui connaît bien les rouages de ces marchés-là et qui est présent sur ces marchés-là depuis assez longtemps et qui a eu à faire des défauts avant, qui a même eu à être attaqué par des fonds vautours, tout ça. Donc, je pense que c'est l'expérience du marché qui leur a permis donc, de pouvoir négocier ces clauses d'action collective. Dans le cas de la Zambie, ça a été donc rejeté. Et vous voyez que les notations de ces 3 pays-là sont des notations quasiment en défaut de paiement. Donc, après la présentation des émissions africaines sur le marché des eurobonds, notamment en faisant un focus sur les défauts souverains, nous allons nous intéresser au phénomène de surajustement que nous avons observé donc l'année dernière, notamment quand la pandémie a commencé vraiment à se répandre au niveau international. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Dès que la pandémie a commencé à se répandre, on a constaté un phénomène de surajustement, que les économistes appellent aussi overshooting, des rendements des pays africains. C'est en général même les rendements des pays en développement ont connu à peu près, et émergents ont connu à peu près le même profil. Sauf à l'exception donc de pays émergents qui n'étaient pas, voilà, qui avaient une note investissement grade. Mais la plupart des pays donc, en développement ont connu ces phénomènes-là. Or, ces phénomènes-là s'expliquent sur les marchés financiers par ce qu'on appelle
les fuites vers la qualité ou les fuites vers donc, les actifs les plus sûrs. C'est-à-dire, quand il y a, par exemple, de l'incertitude qui apparaît donc, sur les marchés par rapport à certains titres, les investisseurs vont rééquilibrer leur portefeuille donc, en mettant en avant une stratégie donc, de fuite vers la qualité. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est confirmé même, par exemple, ici, en prenant les crédits défaut swap donc de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Donc, on a eu le même phénomène de surajustement. Donc, les primes donc, par rapport au CDS de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, de même que les probabilités de défaut aussi calculées à partir de ces crédits défaut swap, donc, ont connu le même phénomène donc, de surajustement, donc d'overshooting, c'est-à-dire une augmentation brusque donc, sur le marché en général, à cause donc des phénomènes de peur, à cause donc de l'incertitude. Si nous prenons l'indice Euro-Cebond donc des souverains donc, africains, c'est le, voilà, c'est le même phénomène. Vous voyez qu'ici, on a eu un pic hein, à partir de vers fin février, début mars, etc. On a eu ici un phénomène d'overshooting. Donc, selon cet indice-là, donc les eurobonds africains, en termes de primes de risque, donc les primes de risque sont montées à peu près jusqu'à 1000 points de base, au-dessus de 1000 points de base, avant de revenir tendanciellement à leur niveau d'équilibre, donc en fonction de la liquidité qui va venir après et des effets d'annonce, notamment des créanciers internationaux. Le cas de l'eurobond du Sénégal, c'est un cas intéressant parce que c'est un eurobond qui va arriver bientôt à échéance, le 13 mai 2021. Donc, hier soir, avant-hier à peu près, l'eurobond était à Francfort à 8,6454 en termes de bid parce que sur le marché des eurobonds, les cotations se font en cours acheteur, cours vendeur, en rendement par rapport au cours acheteur et rendement par rapport au cours vendeur. Et le rendement par rapport au cours acheteur, ça nous donne une idée un peu sûre. Ça veut dire aujourd'hui, si on devait acheter les eurobonds du Sénégal à peu près quel rendement on allait appliquer par rapport au cours acheteur, tout ça, donc ce qui donne à peu près 8,64%. Mais c'est extrêmement volatile et ça dépend actuellement aussi donc de l'état du marché en général. Ces phénomènes de surajustement datent de très longtemps. C'est des phénomènes qu'on a observés sur les marchés des tulipans. Donc, c'est des fleurs donc, qui étaient vendues, non seulement donc c'est des fleurs donc, qui étaient vendues donc, aux Pays-Bas, mais commercialisées aussi dans d'autres pays, hein, comme la France, etc. Donc, des choses comme ça. Donc, c'est ce même phénomène qu'on a observé donc, à l'époque donc, sur le marché des fleurs. Donc, ce phénomène donc, de bulle donc, qui est apparu donc, sur le marché donc, des fleurs aux Pays-Bas, avec derrière une demande française très, très importante qui est à l'origine donc, de l'augmentation subite des cours sur le marché avant que la bulle n'éclate et que le cours revienne à son niveau d'équilibre. Mais en réalité, même ce phénomène de tulipe a un lien étroit avec les virus, parce que c'est un virus en réalité qui, au départ, a été utilisé pour obtenir donc, des fleurs de très bonne qualité. Et donc, c'est à partir de ces fleurs de très bonne qualité que la demande a commencé à monter, etc. Des choses comme ça. Donc, on peut dire même que c'est un virus au départ qui était à l'origine de ce phénomène de surajustement. Mais ce phénomène de surajustement aussi a été observé donc, sur d'autres marchés, notamment par Dornbush en 1976, le marché d'échange, à cause du fait que donc, on a un décalage entre ce qui se passe sur le marché des biens et sur le marché des changes. La vitesse d'ajustement est plus rapide sur le marché des changes que sur le marché des biens. Ça se comprend parce qu'on a des phénomènes de rigidité des prix à court terme qui font que finalement, le marché des changes s'ajuste plus rapidement que le marché des biens. Nous avons aussi récemment publié un article donc, avec deux collègues, un collègue de Saint-Louis et un collègue de Thiès, Beng et Alaya, sur le phénomène de surajustement donc, des eurobonds des pays émergents donc, en développement qu'on a publié dans Finance Research. Nous avons constaté le même phénomène donc, sur le marché, sauf ici maintenant, le virus a créé un effet contraire. Là-bas, le virus avait au départ créé donc, une situation qui permettait d'avoir des fleurs de bonne qualité. Et là, le virus avait impacté directement les fleurs, alors qu'ici, le virus a impacté l'humain. Et donc, c'est à partir de cet impact-là qu'on a eu des réactions sur le marché international. De même qu'en 1986, l'avait aussi constaté sur le marché américain. Donc, ça, ce sont les phénomènes de surajustement que nous avons constatés. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Dès qu'il y a eu ces phénomènes donc, de surajustement, ces phénomènes de surajustement, en réalité, derrière les annonces d'aide de la communauté internationale, notamment le FMI, donc qui est intervenu rapidement à travers les droits de tirage spéciaux et autres, la Banque mondiale, le Club de Paris, donc ont permis quand même, toutes ces annonces d'aide de la communauté internationale ont permis de calmer aussi temporairement donc, les marchés. Sauf quand on a commencé à parler de l'initiative de suspension de service de la dette, notamment avec la participation du privé. Pour la participation du public, ça ne posait pas de problème, mais pour la participation du privé, les agences de notation ont commencé à menacer des pays. À l'époque même, on avait commencé à menacer le Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Éthiopie. Hein. Finalement, donc, on a vu que donc, certains de ces pays-là ont annoncé qu'ils n'allaient pas participer à l'ISSD privé, qu'ils allaient se limiter à l'ISSD public. Tout en sachant que jusqu'à présent, les agences de notation sont en train d'observer donc les pays qui ont une dette privée importante et qui veulent participer à l'ISSD privé. Mais aussi, on a constaté le retour de la liquidité mondiale en 2020, notamment les politiques monétaires de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, à très grande échelle. On parle de politique monétaire ultra accommodante appliquée par la Fed, la BCE. À un certain moment donné même, la Fed et la BCE sont allés même jusqu'à racheter des titres privés, notamment qui ne sont pas des investissements, qui sont des fallen angels, qu'on appelle des anges donc déchus. Hein. Donc, ça veut dire qu'elles ont élargi en réalité leur programme d'achat massif de titres. Donc, si on prend ce tableau-là, on peut comparer ce qui s'est passé avant Covid, au moment de Covid, après Covid, quand il y a eu ces effets d'annonce, notamment des créanciers, et quand il y a eu le retour donc, de la liquidité mondiale à des niveaux donc, record, et ce qui s'est passé donc, récemment. Donc, on a vu qu'à un certain moment donné, les taux sur les marchés étaient vraiment abordables, hein, ce qui avait poussé même certains pays africains à programmer des émissions sur le marché. Mais dès qu'il y a eu la pandémie, avec donc le phénomène de surajustement d'overshooting, on a vu qu'à un certain moment donné, certains pays même avaient commencé à dire qu'ils n'allaient pas revenir cette année au niveau du marché international. Bien qu'après, l'Égypte est revenue donc, sur le marché international, de même que la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., des choses comme ça. Donc, quand on compare les taux, on voit nettement que les taux donc, ont fortement progressé, mais dès qu'il y a eu ces effets d'annonce et la liquidité mondiale, les taux ont commencé à converger vers le niveau d'avant Covid. Mais depuis décembre 2020, avec les anticipations donc, de la politique monétaire de la Fed et de la BCE, de la part des investisseurs internationaux, on a vu que donc, les taux ont commencé à remonter. Donc, on peut comparer donc, ce qui se passe avant, pendant et après. Et donc, un pays mérite ici l'attention, c'est la Zambie. Vous voyez que les taux de la Zambie restent toujours à des niveaux records ici sur les marchés secondaires, 38,43% le 25 mars 2021. Les banques centrales ont injecté beaucoup de liquidités sur le marché international. Donc, ce graphique permet donc d'illustrer ça. Comparons ce qui s'est passé en 2009 et comparons par rapport à 2020. Regardez, en 2009, on était en dessous de 2000 milliards de dollars. En 2020, on a quasiment atteint 6 000 milliards donc, de dollars injectés au niveau de ces économies-là. Et c'est donc tous ces effets de débordement-là dont les pays africains ont bénéficié et les pays en développement, de façon générale, ont bénéficié sur le marché international. Ce qui amène aujourd'hui à poser une question. La liquidité mondiale devient un facteur de soutenabilité de la dette des pays africains présents sur les eurobonds. Je pense qu'aujourd'hui, nos administrations qui s'occupent des questions de gestion de dette, de soutenabilité de la dette, doivent de plus en plus maintenant tenir compte de ce paramètre-là, notamment la liquidité mondiale. Soutenabilité de la dette de nos pays procyclique par rapport à la liquidité mondiale. Il y a même une littérature naissante, donc nouveau paradigme donc, de soutenabilité de la dette, la liquidité mondiale qui rend soutenable la dette souveraine donc africaine, parce que si dans le futur, il n'y a plus cette liquidité mondiale-là et que les taux reviennent à des niveaux donc records, ça peut créer ce qu'on appelle des problèmes de refinancement. Si par exemple, il y a des émissions qui arrivent à échéance.
D'où aujourd'hui, dans les modèles d'évaluation de la soutenabilité de la dette, de tenir compte donc de la question de la liquidité mondiale. Nous avons aussi eu à faire des recherches dans le cadre de la soutenabilité, donc de la diversification de portefeuille, donc des pays, donc de l'Afrique subsaharienne à faible revenu. C'est-à-dire on a exclu des pays, par exemple, comme l'Afrique du Sud. Et donc, on a abouti à la conclusion selon laquelle que les pays doivent être très prudents donc, en matière d'endettement donc, international, notamment en mettant en place des cadres de monitoring, etc. On reviendra sur ça dans la partie implication de politique économique. Il y a aussi deux économistes, Bonizzi et Lascaridis, 2020 aussi, qui ont eu à analyser donc l'économie politique de la dette extérieure des pays à faible revenu, donc à l'époque de la gestion d'actifs. Vous verrez qu'aujourd'hui aussi, la dette africaine est très connectée à la gestion d'actifs, ce qu'on appelle l'asset donc management, d'autant plus qu'on a maintenant de plus en plus donc des sociétés d'asset management donc, qui détiennent la dette africaine et qui l'échangent beaucoup sur le marché secondaire en fonction donc des événements. La liquidité mondiale, tout le facteur de soutenabilité de la dette, donc cycle de liquidité mondiale, comportement des investisseurs, donc cycle de liquidité mondiale, rééquilibrage des portefeuilles. S'il y a beaucoup de liquidité, donc ça profite à nos États qui pourront faire des émissions à des taux faibles, mais si la liquidité commence à se faire rare, on verra des phénomènes de fuite vers les titres sûrs, comme ce qui se passe actuellement avec les obligations américaines à 10 ans qui font l'objet de surveillance. Donc de la part des investisseurs. De plus en plus, on voit ces derniers temps que le taux commence vraiment à monter comparé à avant. Tourne autour de 1,64, 1,69, ce range-là. Donc, voilà, ça amène à être donc très prudent par rapport au marché international. Donc, les pays en développement connectés au cycle de liquidité mondiale, donc cycle de liquidité mondiale, soutenabilité de la dette, et c'est ce cycle de liquidité mondiale qui risque de créer derrière peut-être voilà, des problèmes de défaut de paiement. Et quand on dit défaut de paiement, restructuration et problème de financement donc, du développement. Donc, c'est un paramètre très important à prendre en compte par nos pays. Cette liquidité mondiale aussi, pour montrer en réalité la connexion qui existe entre la liquidité mondiale et la dette africaine sur le marché des euros, il suffit de voir en matière de gestion d'actifs, d'asset management, aujourd'hui de plus en plus, on a des fonds qui sont présents sur la dette africaine. Ce qu'on appelle des ETF, donc ce sont des Exchange Traded Funds, donc qui sont des fonds cotés, donc qui souvent répliquent un indice, par exemple. On peut avoir un fonds coté qui généralement donc réplique un indice, donc on les appelle les trackers aussi, donc ils font du tracking error, de la tracking error, donc ils essaient de traquer un indice. Donc ça peut être un indice émergent, ça peut être un indice d'eurobond africain, bien d'eurobond de pays émergents, donc en général. Donc ça veut dire que aujourd'hui, la dette africaine est au cœur aussi des activités de spéculation sur le marché international. Après avoir montré la connexion qui existe entre les eurobonds africains et la liquidité mondiale, maintenant, on va s'intéresser aux annonces récentes de la Fed et de la Banque centrale européenne. Et comment les marchés ont réagi. Parce que récemment, la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle devrait acheter 250 milliards de dollars d'actifs de plus que la Fed. Donc, ce qui fait que la politique donc, monétaire de la Fed va continuer à être plus accommodante que celle de la BCE, va continuer à être plus accommodante que celle de la Fed. Et ça aussi, c'est à surveiller. Ça aura sûrement un impact sur l'euro. D'autant plus que aussi, les dettes de nos pays sur ces marchés-là sont en devises, en dollars, euros, yens, etc. Donc, il faut surveiller de près ça. Mais on a vu ces derniers temps quand même de plus en plus, surtout certains de nos pays font des émissions en euros, ce qui permet donc de protéger la dette contre d'éventuels risques de change, etc., des choses comme ça. Donc, ce graphique nous montre qu'en réalité, donc les projections qui ont été faites, donc en octobre 2020 et avril 2022, vous voyez que voilà, les injections de liquidités vont baisser dans le temps. Et donc, ça, c'est un signal qu'on est en train d'envoyer au marché international. Donc, c'est des choses à surveiller parce que avec cette baisse de liquidité-là et les taux qui risquent de remonter de l'autre côté, donc ça peut entraîner davantage des fuites vers la qualité et donc nos États doivent être très prudents donc, par rapport à leur façon de faire. Et donc ces annonces se matérialisent
aussi à travers ce qu'on appelle un changement de paradigme de la politique monétaire de la Fed. Les gens sont en train de discuter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur ça, notamment l'application de la théorie monétaire moderne qui permet de changer de paradigme en matière de politique monétaire. C'est toujours des politiques monétaires non conventionnelles, mais c'est différent. Parce que la théorie monétaire moderne, c'est basé plus sur la finance fonctionnelle, alors que les politiques de quantitative easing sont plus basées donc, sur l'approche consensus. Donc, la théorie monétaire moderne permet un peu d'inverser les rôles entre banque centrale et gouvernement. Donc, le gouvernement va s'occuper des questions d'inflation et de plein emploi, et la banque centrale va s'occuper des questions de soutenabilité donc de la dette. Donc, actuellement, donc, il y a un débat intense sur l'efficacité de cette théorie monétaire, voire même l'utilisation de cette théorie monétaire moderne par la Fed ou par les autres banques centrales, etc. Cette théorie monétaire moderne conjuguée donc à la question de forward guidance, guidage donc des anticipations, permet à la Fed de recalibrer les achats d'obligations US en fonction de la dette américaine, compte tenu du fait que la Banque centrale va maintenant s'occuper des questions donc, de soutenabilité de la dette, mais aussi derrière, avec le forward guidance, la Banque centrale va contrôler toujours la courbe des rendements, notamment en essayant d'agir sur les taux à long terme, par exemple, d'autant plus que les taux à court terme, à un certain moment donné, étaient à des niveaux zéro. Mais aussi, on a la coordination des stratégies de politique monétaire et budgétaire pour compenser l'absence du secteur privé, parce qu'actuellement, le secteur privé est frappé par la problématique de récession donc, de bilan. Donc, c'est un comportement d'épargne pour rembourser donc, la dette, parce qu'avant, le secteur privé s'était beaucoup endetté. Donc, pour pouvoir rembourser cette dette-là, le secteur privé va davantage épargner et moins investir. Et donc, pour pallier cette absence-là, donc cette coordination est nécessaire, notamment à travers le plan de stimulation fiscale du président Biden, la combinaison avec la théorie monétaire moderne et derrière la répression financière qui permet toujours de bloquer les taux donc, à un certain niveau, c'est-à-dire avec l'interventionnisme des gouvernements, donc tout ça. Donc, il y a tous ces changements de paradigme qu'il faut surveiller de très près donc, en matière de monitoring pour ne pas être surpris dans le futur. Et donc, suite à ce que je viens d'annoncer au niveau du slide précédent, vous voyez que les rendements des obligations US sont en train de monter. Depuis décembre 2020, on a commencé à avoir une tendance haussière. Il y avait une tendance fortement baissière. On a vu que la tendance haussière a commencé et que ces derniers temps aussi. Donc, les taux sont extrêmement donc, volatiles. De même que si on compare ça à l'évolution de l'indice Eurobonds, C-Bonds, donc des souverains africains, vous voyez que voilà, les rendements aussi sont en train de monter, avec un peu de retard, mais les rendements sont en train quand même de monter et de suivre la cadence des rendements des obligations à 10 ans, notamment les obligations à 10 ans, qui représentent vraiment l'actif sans risque par référence sur le marché en général, aux États-Unis et sur le marché international. Donc, après tout ce qui a été dit, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle économie politique de la dette s'impose. On a vu avec le débat sur l'annulation de la dette africaine, la question sur l'ISSD public, l'ISSD privé, on a vu derrière comment les agences de notation donc, ont menacé les États qui devraient rentrer. On a vu la connexion qui existe entre liquidité mondiale et soutenabilité donc, de la dette. Donc, ce qui amène à poser donc, la problématique de la nouvelle économie politique de la dette. Mais aussi, se pose la question de soutenabilité de la stratégie de diversification du portefeuille d'endettement. Donc, il faut qu'on se pose ces questions, c'est important. Est-ce qu'en réalité, en allant tout le temps sur les marchés internationaux, est-ce qu'on ne risque pas... Le problème ne se pose pas au niveau même de la soutenabilité de la dette, mais ici, on pose la question de la soutenabilité de la stratégie donc de diversification du portefeuille d'endettement. Mais aussi, il est important voilà, de mettre en place un cadre coordonné de monitoring des eurobonds, BCAO, Agence UMOATI, Ministère des Finances et de l'Économie. C'est vrai qu'il existe des comités de dette. Peut-être dans ces comités de dette, renforcer ces comités-là à travers un cadre de monitoring. Mais aussi aller vers une gestion dynamique, plus dynamique encore donc, de la dette, notamment la dette donc, levée sur ces marchés-là. En termes de pistes pour
anticiper le défaut souverain. Donc, les chercheurs ont proposé des modèles qui ont été expérimentés et c'est des modèles donc, utilisés même par certaines banques centrales et par certains investisseurs pour évaluer donc, le risque souverain. Notamment, c'est le modèle CCCA, donc approche à créance contingente, qui est basé sur le modèle de Merton. C'est vrai que le modèle de Merton permet de calculer la probabilité de défaut sur la base d'une distance au défaut. Généralement, c'était appliqué aux entreprises, aux banques et autres. Mais ces derniers temps, il y a des auteurs qui l'ont orienté vers les États, notamment Gray 2002, Draghi et Merton 2003, etc. D'autres auteurs qui ont essayé de l'orienter vers le risque souverain. Donc, ce sont ces types de modèles qui permettent, comme c'est des données de marché, donc d'avoir une idée sur la progression des probabilités de défaut, donc pour pouvoir anticiper dans le futur ce qu'on appelle donc le risque de défaut souverain. Mais aussi, Bloomberg a mis en place un modèle basé sur les CDS, les crédits défaut swap, donc qui permettent d'avoir des informations relatives à la probabilité de défaut. Donc, c'est juste pour dire en réalité, donc il est important aujourd'hui donc de monitorer tout ça et de mettre en place aussi des modèles donc, pour pouvoir anticiper donc le risque. En tout cas, nous tenons vraiment à remercier tout le monde, à remercier d'abord le COFEP pour cette initiative, compte tenu du fait que c'est un sujet vraiment d'actualité qui intéresse de très près tous les pays qui sont présents sur le marché donc, international. Donc, c'est un marché qui est très dynamique, qui peut apporter beaucoup de liquidités à nos États et à nos grandes banques comme la BOAD et la Banque africaine de développement. Mais la leçon qu'on peut tirer quand même, c'est d'être prudent quand même, d'avoir un cadre de monitoring. D'autant plus qu'on a vu donc des cas où quand on voit que l'État est en train de faire défaut de paiement, voilà, les investisseurs peuvent vendre la dette à un fonds vautour. Et le fonds vautour, lui, il n'est pas pressé, il va rester 10 ans, il vous attaque dans une juridiction. Et si la juridiction, par exemple, américaine vous donne raison aux investisseurs, donc on a vu avec le cas, par exemple, du Congo, l'argent qui a été bloqué, qui a été transféré au trust, qui devait rembourser aux investisseurs et qui a été bloqué. Donc tout ça, c'est des leçons à retenir pour nos États et surtout derrière, mettre en place un cadre de monitoring donc, de ces eurobonds pour éviter des surprises dans le futur. Il y a dans certains pays comme le Nigeria et autres, je vois même que le ministère de l'économie et des finances, chaque semaine, met sur son site Internet donc un état des lieux de l'évolution des rendements donc des eurobonds. Donc, ils doivent avoir un mécanisme sûrement interne donc, de monitoring de ces eurobonds. Encore une fois, merci beaucoup au COFEP et merci beaucoup aux participants donc, pour les différentes questions qui ont été adressées et qui vont permettre vraiment d'améliorer donc, la qualité de ce papier. Merci.